Bonsoir à tous, bienvenue dans LFNA TV comme tous les lundis soirs à 19h pour décortiquer ensemble l'actualité du football néo-aquitain, football amateur, football professionnel, football féminin. Encore un gros programme ce soir, on va parler du Pau FC qui est le dernier club de la région qualifié en quart de finale de la Coupe Gambardella. On va s'intéresser également au National 2 comme d'habitude avec Angoulême Charente qui a été accroché à domicile par Chamalières ce week-end. On aura avec nous l'entraîneur de la CFC, David Giguel, pour revenir sur cette rencontre. On va vous proposer également un sujet sur le duel au sommet en Régional 1 entre Saint-Paul Sport et le FC Bassin d'Arcachon. Et puis notre Focus Club consacré cette semaine aux croisés de Bayonne. LFNA TV numéro 78, c'est parti. Et on débute cette émission avec le foot féminin et la belle histoire de la semaine, celle de Julie Thibault, la joueuse des Girondins de Bordeaux, la Bordelaise qui a connu cette semaine ses deux premières sélections avec l'équipe de France A. Mercredi dernier, Julie Thibault était titulaire lors de la victoire 1-0 des Bleus face au Danemark. Samedi soir, elle est également entrée en jeu à la 46e minute en amical contre l'Uruguay. Julie Thibault, vous le voyez, qui est un pur produit de la région Nouvelle-Aquitaine puisqu'elle a fait ses premiers pas du côté d'Échiré Saint-Gelais dans le district des Deux-Sèvres avant de signer à l'ASJ Soyaux en Charente et de filer aux Girondins de Bordeaux en Gironde. Un parcours donc 100% Nouvelle-Aquitaine pour Julie Thibault. Et forcément, qui dit grande première en équipe de France, dit bizutage et passage obligatoire au micro devant toutes ses coéquipières, devant le staff. Elle a dû interpréter, comme le veut la tradition, une chanson. On écoute ce moment inoubliable dans la carrière de Julie Thibault. Dans ma tête, ne m'abandonne jamais, je la trouve encore plus belle quand elle s'habille en reggae. Elle me suit à chaque voyage loin d'ici, elle est ma numéro 3. Et l'histoire est absolument magnifique pour la Bordelaise Julie Thibault, puisqu'on le rappelle, elle s'est battue pour en arriver là. Julie Thibault, victime d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche il y a à peine 2 ans et qui déjà est de retour au plus haut niveau puisqu'elle connaît sa première sélection. Alors forcément, tout sourire Julie Thibault au moment de retrouver la caméra de la Fédération française de football à l'issue de sa première sélection face au Danemark mercredi dernier. L'interview de Julie Thibault au micro d'FFF TV. C'est important de commencer par une victoire ce tournoi et pour moi c'est forcément une fierté de porter ce maillot enfin sur le terrain. En plus on joue en France devant notre public donc il n'y a rien de plus beau et je suis très fière d'avoir fait ma première. J'ai été appelée plusieurs fois donc je connais les joueuses maintenant donc il n'y a pas de souci de communication que ça soit en dehors ou sur le terrain. Un grand bravo à Julie Thibault, la battante qui donc a lancé sa carrière internationale, et bravo au club formateur de la Girondine, notamment les Chirés Saint-Gelais à qui l'on pense aujourd'hui. Les deux autres bordelaises convoquées par Corinne Diacre, à savoir Ella Palis et Mylène Chavas, elles n'ont pas participé aux deux rencontres de cette équipe de France féminine de Corinne Diacre. Tout de suite, on passe à la Ligue 2. On jouait ce week-end à la 24e journée de Ligue 2. Voici les résultats et les conséquences au classement en attendant le duel de bas de tableau qui aura lieu ce soir entre Nîmes et Saint-Étienne. Victoire, vous le voyez, des Girondins de Bordeaux 2-1 face au Paris FC. Victoire 1-0 du leader Le Havre face au Chamois Niortais. Puis victoire 1-0 pour Laval sur la pelouse de Pau. Conséquence au classement, Bordeaux est deuxième avec 9 points de retard désormais sur Le Havre, mais avec un point d'avance sur le troisième Sochaux. On rappelle que ce sont les deux premiers qui montent en Ligue 1. Et puis dans le bas de tableau, Niort est 18e mais toujours en course pour se maintenir. Attention à Pau qui glisse, plus que 4 points d'avance sur le Nîmes Olympique pour Pau en attendant la rencontre décisive ce soir entre Nîmes
et Saint-Etienne. Les Girondins de Bordeaux, on l'a dit, qui se sont fait très peur face au Paris FC en fin de match avec une première mi-temps très tranquille des hommes de David Guillon, mais une fin de match des Parisiens qui aurait pu coûter cher à cette équipe du club de Bordeaux. 2-1 avec les buteurs Malcolm Bokele et Johan Barbet contre un but du frère de Maxime Lopez pour le Paris FC, Julien Lopez. On écoute tout de suite la réaction du gardien bordelais Gaëtan Poussin au micro de notre envoyé spécial au Matmut Atlantique, Christophe Monzi. Ça a été compliqué à la fin, on a eu une bonne première mi-temps, on a réussi à mettre ses 2 buts. On a l'occasion du 3-0 en début de deuxième mi-temps, on met pas, et puis après on se fait peur, on n'avance plus sur les joueurs, on est entre deux, avec le ballon, on perd beaucoup de ballons, on fait une deuxième mi-temps difficile. Heureusement, on a été dans un état d'esprit pour réussir à remporter cette victoire, mais il reste encore beaucoup de travail pour réussir à rester en haut et pouvoir enchaîner des bons matchs. On va continuer de parler des Girondins de Bordeaux, mais cette fois des équipes de jeunes, puisque ce week-end, vous le savez, il y avait les 8e de finale de la Coupe Gambardella Crédit Agricole. 2 clubs de Nouvelle-Aquitaine étaient encore présents lors de ces 8e de finale, les Girondins de Bordeaux et le Pau FC. Voici les résultats complet des 8e de finale de Gambardella avec la qualification d'Auxerre au tir au but sur la pelouse de Lille, qualification également de l'Olympique lyonnais, qualification du Stade Rennais là aussi au tir au but face à l'Estac, la victoire 3-2 du FC Nantes face au Havre, la qualification 4-2 du Pau FC face à Plabennec, la victoire de l'AS Monaco 3-1 sur le terrain de Rouen, la victoire 4-2 de Clermont Foot sur la pelouse de Marignane-Gignac et puis l'élimination au tir au but des Girondins de Bordeaux sur le terrain de Carquefou. Le Pau FC est donc le dernier représentant de la région Nouvelle-Aquitaine pour les quarts de finale. La victoire contre Plabennec. Notre envoyé spécial Florian Sabatier était au Noustecamp du côté de la cité paloise pour ce match totalement dingue. Le résumé de cette rencontre avec Florian Sabatier. Début de ces 8e de finale de Coupe Gambardella entre le Pau FC et Plabennec. Pas de round d'observation entre les deux équipes et ce sont les locaux qui vont ouvrir la marque suite à un centre fort au premier poteau. Thibaut Lafargue est trouvé et ouvre la marque par une frappe qui ne laisse aucune chance au portier adverse. Les joueurs de Mathieu Pérez insistent toujours sur le côté gauche, le ballon est toujours dans la boîte. Sacha Ossard sert Lafargue qui va ajuster le gardien d'un bel intérieur du pied pour le 2-0 dans les 10 premières minutes de la partie. Le Pau FC en veut plus et après avoir gardé le ballon, Kevin Touillet tente sa chance mais le gardien capte le cuir. Mais sur un coup de pied arrêté, les Bretons reviennent à la marque sur une belle tête de leur attaquant. Nous sommes dans le temps additionnel et Cameron Dugan réalise une magnifique percée avant de tenter sa chance et d'égaliser dans une première période complètement folle. Fin des 45 premières minutes avec ce score de 2 buts partout. Au retour des vestiaires, les joueurs palois mettent les mêmes ingrédients et sur une belle occasion, ils vont parvenir à marquer par Thibaut Lafargue, mais l'attaquant était en position de hors-jeu. Plabennec se montre aussi dangereux sur coup de pied arrêté, mais la tête bretonne passe à côté des filets. Pau veut rejoindre les quarts de finale bien lancé. Thibaut Lafargue va parvenir à rentrer dans la surface, mais il est stoppé irrégulièrement. L'arbitre, avec l'aide de son assistant, désigne le point de pénalty. Sacha Ossard se charge de la sentence et conclut pour le 3-2. Mais les joueurs de Plabennec ne veulent pas en rester là et ne sont pas loin d'égaliser sur coup franc. Sur un corner de la droite vers la gauche, Pau va essayer d'enfoncer le clou, mais la frappe de Mapana passe au-dessus des cages adverses.
Toujours sur coup de pied arrêté, les visiteurs ne sont pas loin de revenir à la marque. Mais Michael Lequelec qui réalise le bon arrêt au bon moment. Enfin, dans les dernières minutes de cette partie, Thibaut Lafargue rentre dans la surface et conclut pour le triplé. Et c'est sans doute la qualification pour les siens dans une ambiance de folie. Enfin, la dernière action sera pour Plabennec, mais le portier veille au grain. Fin de cette rencontre et Pau se qualifie pour la première fois de son histoire pour les quarts de finale de la Coupe Gambardella. Comme vous venez de le dire, on fait une très bonne entame. 2-0 au bout de 10 minutes ou 12 minutes, il me semble. Et après, forcément, inconsciemment, on recule. L'adversaire, forcément, il y a une réaction. On prend le 2-1 très vite et on prend le second but dans les arrêts de jeu, au pire moment, entre guillemets. Mais les joueurs ont eu la force de caractère pour repartir et ils sont récompensés de leur effort sur une bonne deuxième mi-temps. Voilà, une victoire 4-2 qui est une qualification historique pour le club et méritée pour les garçons qui leur travail est récompensé au quotidien. On espère une belle affiche en quart de finale, recevoir un centre de formation ici même. L'aventure continue donc pour le Pau FC. En revanche, elle s'arrête net pour les Girondins de Bordeaux qui sont tombés dans le piège de Carquefou sur la pelouse du stade Moulin-Boisseau. Dans une ambiance complètement folle, ce sont les joueurs de Carquefou qui se sont qualifiés lors de la terrible séance des tirs au but. Je vous propose de revoir le tir au but vainqueur grâce à cette vidéo amateur de Kerr Zadarian. Et pour reprendre la chanson qui avait fait fureur lors du parcours héroïque de Carquefou en Coupe de France, c'est fou 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 à Carquefou et ça marche même avec les jeunes. Vous avez vu cette ambiance complètement dingue. On passe maintenant au National 2. Avec deux matchs en retard de la 16e journée du groupe D qui se jouait ce week-end, vous allez voir les résultats en tableau. Le match nul, un but partout entre Angoulême-Charente et le FC Chamalières. Et puis le score fleuve en faveur des Herbiers. Victoire 6-0 contre la Lanterne Rouge, le FC Vierzon. Nous vous proposons de revoir les plus belles actions de la rencontre entre Angoulême-Charente et le FC Chamalières. Direction le stade Le Bon avec ce résumé proposé par notre envoyé spécial Touami Nassiri. C'est extrêmement important. Déjà dans ce championnat qui est extrêmement homogène, où toutes les équipes se regardent droit dans les yeux à chaque journée, il est important d'enclencher des séries, puisqu'on le voit aussitôt, ça a un bénéfice de points assez conséquent, assez important. Qui plus est, nous, on a plusieurs enjeux dans cet enjeu global, puisqu'on aimerait aussi enchaîner à domicile, puisque c'est notre deuxième match consécutif à Le Bon ici. Donc si on pouvait engranger les 3 autres points, ça ferait un total de 6. Ça serait vraiment de très très bon augure avant le déplacement à Vierzon. Donc beaucoup d'enjeux ce soir, un match ô combien important effectivement. Ouais. Ce sont les Angoumoisins qui donnent le coup d'envoi de ce match en retard. Et c'est d'ailleurs dès la première minute de jeu par l'intermédiaire de Noah Marcheseau qui trouve la transversale bien suivie par Benjamin Barque qui marque le but et permet à la CFC de mener 1-0 très tôt dans cette rencontre. Les locaux confirment et poussent, mais c'est au tour du portier adverse de s'illustrer sur ce bel arrêt. Coup franc pour les visiteurs, mais Dasselmou Maï ne trouve pas le cadre. Les hommes de Kevin Pradier se montrent dangereux, mais ne concrétisent pas leurs actions. Et l'arbitre de la rencontre envoie les deux équipes au vestiaire avec un but d'avance pour la CFC.
Le FC Chamalières lance le coup d'envoi de cette deuxième période et sur un dégagement loupé du défenseur angoumoisin qui profite à Michael Ntselou Kouyanga, déstabilisé dans les 18 mètres, l'arbitre siffle penalty sans hésitation sur cette action. C'est Orphée Mbina qui se lance et qui se charge de tirer le penalty et prend de contre-pied le portier angoumoisin Alan Ounou et permet au FC Chamalières de revenir dans le match. La CFC tente de réagir par Mamadou Guirassi lancé en profondeur et c'est le portier adverse qui remporte le face-à-face. On joue la 75e minute. André Keyoubi lance en profondeur Geoffrey Lobo, mais sa frappe n'est pas cadrée. Dernière chance pour les Angoumoisins sur une série de passes. Chris Vianney Goteni à la balle de match dans les pieds, mais le portier adverse se couche et détourne la frappe en corner. C'est fini ici au Stade Lebon. Les deux équipes restent sur un score de parité 1-1 à la fin du temps réglementaire. Au vu du match et du nombre d'occasions qu'on a déjà, c'est un bon point forcément. Je pense qu'avant de venir, ça aurait déjà été un point sur lequel on n'aurait pas craché. Et puis au vu du déroulé du match, de prendre un but aussi rapidement et de malgré tout être capable de revenir dans le match pour ces trois raisons-là, je pense que c'est un très bon point de prix, effectivement. Et on continue notre marche en avant, prendre un point de plus, tous les points comptent dans un championnat aussi serré, donc c'est un bon point de prix. Ouais, à partir du moment où tu es devant au score hyper rapidement comme on a pu l'être, c'est frustrant de ne pas repartir avec les 3 points parce qu'on a eu, je pense qu'au point on gagne, mais ça suffit pas malheureusement. On prend un but qui est évitable trop rapidement en deuxième mi-temps. C'est dommage parce que dans le contenu, ça a été plutôt intéressant, ça a été cohérent, on s'est créé des situations. On ne prend pas les 3 points, c'est un vrai regret. Ouais. Et pour revenir sur ce match nul frustrant d'Angoulême-Charente, nous sommes avec l'entraîneur de la CFC. C'est le coach qui nous rejoint dans cette émission d'LFNA TV, c'est David Giguel. Bonsoir coach. Bonsoir. David, scénario un petit peu frustrant ce week-end avec une première mi-temps parfaitement maîtrisée. Vous avez l'avantage de marquer très tôt dans le match par Benjamin Barque et derrière, vous réalisez une super première mi-temps avec un bloc très compact. C'est dommage qu'il y ait ce penalty, cette petite erreur qui les relance parce que franchement, on ne voyait pas trop comment vous pouviez passer à côté des 3 points au vu de la première mi-temps. Oui, effectivement, ça a été une première mi-temps plutôt bien maîtrisée. On a marqué très rapidement dans le match et puis ensuite on a plutôt bien défendu. On a réussi à déséquilibrer Chamalières de différentes façons. On aurait dû inscrire un deuxième but, je pense. On a eu des temps forts et les situations pour le faire. On a manqué un peu de justesse technique sur les derniers gestes ou sur les avant-derniers gestes, quelquefois aussi sur des synchronisations. Mais une chose est sûre, c'est qu'on n'aurait pas dû prendre ce deuxième but en début de deuxième mi-temps. On donne l'occasion à l'adversaire de pouvoir nous marquer un but. Et ça c'est le côté négatif du match. On avait l'impression, quand on analysait un petit peu ce match en retard, David, que c'était une sorte de mini-tournant parce que ce championnat est tellement resserré, tellement particulier qu'on se disait en cas de victoire, Angoulême va rester dans le top 5, va pouvoir jouer ce top 5 jusqu'au bout. Et à l'inverse, si Angoulême perd, attention avec ce nombre d'équipes incroyables qui jouent chaque week-end pour rester en National 2. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous avez un petit peu loupé le coche avec ce match nul? Oui, on savait que si on gagnait, on se mettait dans de bonnes dispositions pour pouvoir effectivement se rapprocher de ceux qui dominent le championnat pour le moment. Après, encore une fois, au-delà du résultat, le contenu, ce qu'a proposé l'équipe a été plutôt de qualité. Il faut aussi qu'on s'appuie dessus pour continuer de progresser, éviter de faire les erreurs défensives du type de celles qu'on a pu faire sur le penalty obtenu par Chamalières. Et puis continuer de bosser la semaine en séance pour continuer de progresser. Et puis se remettre contre
Vierzon, là, on a un match qui va être important contre une équipe qui pour l'instant occupe la dernière place, mais qui a encore des espoirs pour se sortir aussi de cette situation et se maintenir. Donc il faudra aller là-bas, encore une fois, pour être solide et puis pour profiter des contres qu'on pourra se procurer. On va en parler dans un instant de ce déplacement à Vierzon, David, mais on va quand même, parce que là, on a évoqué un petit peu du négatif, mais il y a beaucoup de positifs. Vous restez notamment sur une série de 5 matchs en défaite. Il y a un seul revers en 2023. Tout ça, c'est plutôt encourageant. Oui, oui, on est dans une dynamique qui est quand même intéressante parce que même si on voudrait tous gagner tous les matchs, là, effectivement, on reste sur une période où on a été plutôt solide dans l'ensemble puisqu'on a concédé très peu de buts sur les rencontres qu'on a pu disputer. Et puis dans le jeu, on a aussi montré, on a montré de la qualité aussi dans le jeu. Voilà, pour pouvoir se créer des situations, se créer des occasions qu'on n'a pas toutes mises malheureusement, mais voilà, on essaie de maîtriser un maximum de paramètres et d'être efficace dans les deux surfaces de réparation. Face à Chamalières, il y avait des attaquants en grande forme. On pense à Patrick Orfembina qui marque but sur but, qui a été totalement muselé par votre équipe. Quand on regarde tout groupe confondu en National 2, vous êtes la meilleure défense avec Fréjus Saint-Raphaël et Marignane. Ça doit être une fierté, et puis ça doit être une base de travail pour vous aussi, David. Oui, tout à fait. Ouais. C'est ce que je dis souvent aux joueurs. Si on veut exister dans les championnats de sport collectif et de football en particulier qui sont de qualité comme celui de National 2, il faut déjà être performant défensivement. Et être performant défensivement, ça veut dire une implication de toutes les lignes, de tous les joueurs, quel que soit son poste, de l'attaquant le plus haut à notre gardien de but. On doit tous avoir envie de récupérer des ballons collectivement, on doit tous avoir envie d'aller presser les adversaires, de bien défendre de son but. Et puis aussi, on a envie aussi, comme toutes les équipes, de marquer des buts. Donc, une fois qu'on a récupéré le ballon, de bien l'utiliser et de créer des situations de déséquilibre adversaires qui permettent de marquer des buts. Mais en effet, le fait d'avoir une belle assise défensive, ça nous permet de pouvoir bien voyager. C'est le petit bémol, selon vous, David, là, les 18 buts marqués en 18 matchs, ça fait une moyenne d'un but par match. C'est peut-être là, sur l'efficacité, où il faut profiter de votre assise défensive pour un peu plus tuer les matchs offensivement? Oui, déjà continuer de bien s'appuyer sur cette assise défensive parce que c'est celle qui nous permettra de marquer un plus grand nombre de points en classement et aussi de marquer plus de buts. Et puis avoir un petit peu plus de justesse quelquefois dans les déplacements, dans les attaques d'espace, où quelquefois on n'a pas attaqué les bons espaces, bien gérer les situations de contre pour nous, notamment dans les synchronisations entre les passeurs et les receveurs. Et puis être un petit peu plus efficace quelquefois sur on a eu un ou deux 1 contre 1 là, contre Chamalières qu'on aurait peut-être pu un peu mieux négocier, même si le gardien a fait plutôt des arrêts intéressants. Mais voilà, c'est un domaine où on travaille aussi quotidiennement pour pouvoir s'améliorer et pour pouvoir marquer un peu plus de buts. Et il faut aussi récupérer un groupe au complet parce que je le sais, il y avait pas mal d'absents ce week-end. David, ça en est où au niveau de l'infirmerie? Ouais, on a eu quelques pépins cette saison, mais bon, voilà, j'ai pas l'habitude de me plaindre par rapport à ça parce que j'estime que on a un groupe où chaque joueur s'entraîne pour être performant le week-end et on s'est aperçu, là, on a joué ce week-end avec Noah Marchesso et le petit Koulibaly devant parce que Mamad avait eu une rage dedans, Mamad Guirassi avait une rage dedans toute la semaine, donc, mais ils ont fait le taf, ils ont été plutôt performants, donc. Mais effectivement, on a encore, sinon, pour répondre à la question sur l'infirmerie, on a encore aujourd'hui à l'infirmerie donc Kevin Cardinali, qui n'a pas joué beaucoup cette année, malheureusement. Il a marqué 3 buts en 5 matchs, mais il a vite été diminué par les blessures. C'est pas de sa faute, hein, ça arrive. C'est sur des saisons, quelquefois, on est un peu noir comme ça. Et puis, on a Benoît Bisson aussi, qui a eu des croisés, donc lui qui commence à recourir et qui pourra peut-être rejouer avant la fin de saison, on l'espère en tout cas pour lui. Il y avait aussi ce week-end de suspendu Youssouf Ndiaye qui purge une peine de 4 matchs dû à un rouge à Trélissac. Et on avait aussi Titi Lemaître
qui était lui aussi suspendu, puisqu'il a pris rouge le week-end dernier en R1. Eli Ehua, qui a eu un petit pépin aussi musculaire il y a quelques jours de ça. Et puis Séti Touré, qui était aussi absent dû à un petit pet ce mercredi à l'entraînement. Et bravo à Mamadou Guirassy parce que ça s'est pas vu, hein, quand il est entré la rage dedans, il a fait une belle entrée. Ouais, il a été plutôt intéressant. Bah, les gars qu'on a pris à l'intersaison, là, y compris le petit Mohamedou Konaté là, qui a joué avec la réserve ce week-end, c'est plutôt des gars de qualité qui nous apportent des caractéristiques qu'on n'avait pas et qui s'intègrent bien à la fois dans le groupe, dans la vie sociale du groupe, mais aussi sur le terrain. Et là, ils sont en train de comprendre la façon dont on s'entraîne, la façon dont on joue. Et pour les deux premiers, il nous apporte déjà sur le terrain avec la N2. Et pour le petit Konaté, il a fait 2 matchs en R1 qui ont été plutôt intéressants. Donc voilà, à suivre. J'ai une question toute bête, David, mais si votre gardien s'était blessé, c'était qui dans les buts? C'est Pierre-Emmanuel Allard ou c'est vous qui entrez dans les cages? Non, je laisse PE. Il a des grandes qualités dans son job, mais aussi comme gardien de but. Donc, on l'avait mis sur la feuille de match au cas où Alan se blesse. Non, pour répondre plus sérieusement, voilà, on décide quelquefois de ne pas prendre de gardien de but parce que comme maintenant, on a le droit de faire rentrer tous les remplaçants sur 3 sessions. Quand tu peux faire rentrer 5 joueurs, ça te change pratiquement la moitié de ton équipe. Donc, ça peut être une arme aussi. On l'a vu un peu sur le match-là, on a fait rentrer des gars qui ont amené quelque chose, qui ont amené autre chose sur le terrain. Et il ne nous a pas manqué grand-chose sur la fin de match pour pouvoir prendre les 3 points grâce à l'entrée de nos relayeurs qui sont toujours très, très importants. Et vous l'avez dit tout à l'heure, vous allez vous déplacer le week-end prochain sur la pelouse de Vierzon, la Lanterne Rouge qui vient d'en prendre 6 aux Herbiers. Forcément, dans ces conditions, on s'attend toujours à un match un peu piège, hein, parce qu'il ne faut surtout pas prendre de haut une bête blessée comme ça. Ouais, c'est exactement ça. Vous avez bien résumé. D'une part, on connaît tous les réactions d'orgueil qu'on peut avoir quand on perd 0 à l'extérieur. C'est et quand même allé en 16e de finale de Coupe de France aussi. Et puis le championnat est très serré. C'est peut-être une chance pour eux de se sortir un peu là des résultats négatifs en nous recevant. Donc on doit vraiment être très très sérieux dans l'approche, humble, avec de l'ambition, parce que on peut avoir de l'ambition contre n'importe quelle équipe de cette poule. Aucune équipe nous a vraiment surpassé, bien au contraire. Donc de l'ambition d'aller chercher des points là-bas à Vierzon, tout en respectant cette équipe qui a de qualité aussi. Juste avant de vous laisser retourner au travail, David, championnat très resserré. Nous, d'un point de vue extérieur, on a parfois du mal à y voir clair. Déjà, quel est votre objectif sur la fin de saison? Et puis, dans ce top 3 qui se détache un petit peu là, avec les Herbiers, avec le Gol FC et avec Bergerac-Périgord, qui vous a le plus impressionné? Alors déjà, nous, on a l'ambition de gagner le plus de matchs possible, et on se dit continuellement avec les joueurs que le samedi qui arrive est le plus important des matchs. Et puis après, bien sûr, se sauver très rapidement, parce qu'aujourd'hui, mis à part les 3 équipes que tu as citées, aucune autre équipe ne peut se dire qu'elle va se sauver facilement. Donc, le nombre de points qui nous permettent de venir, et puis se rapprocher des équipes qui sont les plus performantes actuellement. Par rapport à l'autre partie de la question, les 3 équipes ont des qualités. Les 3 équipes sont très très armées pour pouvoir prétendre à la première place. Mais te dire qu'une équipe nous a réellement surpassé et qui m'a vraiment impressionné, non. Dans les contenus de match qu'on a pu avoir contre Gaulle, ça a été de qualité. Les 2 équipes auraient pu gagner. Les 2 matchs nuls qu'on a fait contre eux sont plutôt logiques. Bergerac, on perd ici sur un fait de jeu, un coup franc obtenu, où tu te demandes s'il y a faute. Mais bon, dans le contenu, on a plutôt été équilibré. Et puis aux Herbiers, on perd 1-0 sur un coup de pied arrêté. Mais bon, voilà. Je sais, franchement, donner une équipe un favori pour cette première place, je trouve que c'est trop compliqué, parce qu'il y a encore beaucoup de journées et que toutes les équipes ont vraiment des qualités intéressantes et peuvent prétendre à aller au bout de ce championnat.
Et on est rassuré, c'est aussi compliqué pour les acteurs que pour nous de juger et d'observer ce championnat. C'est ça qui est passionnant aussi hein, avec le National 2, c'est que il y a beaucoup d'équipes qui se valent en haut, en bas. Ce sont des matchs au couteau chaque week-end et c'est pour ça que c'est aussi passionnant et qu'on aime suivre ce championnat de National 2. En tout cas, merci beaucoup David. Vous embrassez tout le monde à Angoulême-Charente, notamment Pierre-Emmanuel Allard. Vous lui dites de s'entraîner dans les buts. Merci à vous de nous suivre. Merci à vous. C'était David Giguel, l'entraîneur d'Angoulême-Charente. On s'excuse pour la liaison. Le réseau n'était pas terrible dans les bas-fonds du clubhouse d'Angoulême. L'entraîneur d'Angoulême-Charente qui a donc concédé le nul ce week-end. On va voir tout de suite les conséquences de ces deux résultats en retard de la 16e journée au classement. Un classement toujours dominé par les Herbiers qui en plus ont amélioré leur goal average avec ce succès 6-0. Vendée-les-Herbiers qui devance désormais le Gaulle FC. 3e Bergerac, un trio qui s'échappe hein, avec 3 points d'avance pour Bergerac sur le 4e Saumur. 5e, on retrouve la réserve du FC Lorient. Angoulême-Charente est 6e avec 25 points et reste devant son adversaire du week-end, le FC Chamalières. Et puis dans le bas de tableau, Vierzon est plus que jamais lanterne rouge. 5 points de retard sur la réserve du FC Nantes pour Vierzon qui compte 13 points et un goal average de moins 17. Le calendrier de la 19e journée qui aura lieu ce week-end concernant les 4 clubs de Nouvelle-Aquitaine. Le FC Trélissac va recevoir le SO Romorantin. Vierzon va accueillir Angoulême-Charente et puis Bergerac-Périgord sera opposé au Stade Bordelais dans un derby de la région Nouvelle-Aquitaine. À cette occasion, NATV vous propose un dispositif exceptionnel. Samedi, notez bien dans votre agenda, 18h sur NATV, 4 matchs à suivre. Bergerac-Périgord contre le Stade Bordelais, Trélissac face à Romorantin, Vierzon contre Angoulême-Charente et puis on vous proposera également la rencontre entre Chamalières et Andrézieux-Boutéon. Le coup d'envoi de ces rencontres, tous les buts, l'avant-match, l'après-match, bref, on va se régaler ce week-end sur NATV avec ce championnat passionnant de National 2. Tout de suite, on passe au National 3. Il y avait un seul match ce week-end, c'était un match en retard de la 13e journée de National 3 dans le groupe A, un match qui opposait l'Aviron Bayonnais aux Girondins de Bordeaux et qui s'est terminé sur un score nul et vierge, 0-0 donc dans cette rencontre avec les conséquences tout de suite au classement. Évidemment, pas beaucoup de changements. En tête, on retrouve toujours le FC Libourne avec 32 points, 1 point devant l'US Chauvigny. Le Pau FC, la réserve, est 3e avec 25 points devant les Genêts d'Anglet. Châtellerault, l'US Lèche-Cap-Ferré qui est 6e. La réserve des Girondins de Bordeaux est 7e avec désormais 23 points. Le Stade Poitvin est 8e et puis l'Aviron Bayonnais se retrouve 9e avec maintenant 17 points au compteur. Le calendrier du National 3 avec ce week-end la 16e journée du groupe A. Samedi, il y aura à 18h Châtellerault contre l'US Chauvigny. Le FC Libourne face à Porte-Entre-deux-Mers. L'US Guérétoise contre le Stade Poitvin. Toujours samedi, mais cette fois à 18h30, la rencontre entre le CA Neuville et la réserve des Girondins de Bordeaux. Et puis à 19h, il y aura 3 matchs avec Genêts d'Anglet contre la réserve du Pau FC, l'Aviron Bayonnais en déplacement sur le terrain du Stade Montois et l'US Lèche-Cap-Ferré opposé à la réserve des Chamois niortais. Après le National 3, on continue de défiler les résultats et les classements dans l'ordre avec évidemment la Régionale 1. Direction la poule C pour une rencontre au sommet de la 15e journée de Régionale 1. Une rencontre entre les deux premiers du classement, tout simplement. D'un côté, Saint-Paul Sport, de l'autre, le FC Bassin d'Arcachon. On s'attendait à un festival de buts entre les deux meilleures attaques de ce championnat et de cette poule. Finalement, ça a été beaucoup plus cadenassé que prévu. On vous résume cette rencontre grâce à ce reportage de notre envoyé spécial Florian Sabatier. Début de ce choc en Régionale 1 entre le leader Saint-Paul Sport et son dauphin, le FC Bassin d'Arcachon.
Dès les premières minutes de la partie, les visiteurs vont se mettre en évidence sur une frappe lointaine, mais le gardien adverse lit parfaitement la trajectoire. Dans la foulée ou presque, les hommes de Marvin Ezor vont tenter de casser le verrou sur corner en vain. Les Arcachonnais continuent sur leur lancée, mais la frappe de Florian Duval est trop écrasée. Les visiteurs insistent et sur une mauvaise appréciation de Lucas Pesquet, Noah Lopez tente sa chance mais ne parvient pas à trouver le cadre. Fin de cette première période sur le score nul et vierge de 0-0. Au retour des vestiaires, les débats vont un peu plus s'équilibrer. Le FC Bassin d'Arcachon tente de trouver la lumière par une demi-volée de Nicolas Buenchea, mais cette dernière fuit le cadre. Mais sur une belle percée de l'arrière-garde de Saint-Paul, Antoine Ressizac gagne son duel au physique, mais sa frappe en bout de course ne va pas trouver le chemin des filets. En insistant sur le côté gauche, Baptiste Pesquet va parvenir à centrer et trouver Babacar Mbaye. L'attaquant ne parvient pas à cadrer sa frappe. Plus soucieux de jouer en contre-attaque lors du deuxième acte, Noah Lopez part à de grandes enjambées vers le but et en profitant d'un petit contre favorable, il va tenter une frappe qui filera en corner. Saint-Paul Sport croit en sa bonne étoile et sur une belle chevauchée, balle au pied de Baptiste Pesquet, le numéro 10 va parvenir à fixer avant de tenter sa chance, mais le gardien adverse lit bien la trajectoire et réalise une belle parade. Le bassin d'Arcachon n'est pas en reste et sur une tentative de Kevin Turley, ils ne sont pas loin d'ouvrir la marque. Enfin, sur un ultime coup de pied arrêté, une tête est trouvée, sauvée sur la ligne. L'action sera interrompue pour une position illicite. Fin de la rencontre et les deux équipes se quittent dos à dos sur un score de 0-0. Après, sur le match de ce soir, je pense que le nul est logique. Chaque équipe a eu sa mi-temps, on a eu du mal à rentrer dans le match les 10-15 premières minutes, un peu de crispation. Par contre, la deuxième, je pense qu'on était supérieur. On n'a pas eu peut-être une ou deux occasions franches, mais dans les gros matchs comme ça, voilà, il y en a très peu, il faut être efficace. Donc sur l'ensemble du match, je pense que le nul est logique contre une très belle équipe d'Arcachon. Dans l'ensemble, ouais, c'est une bonne première. Après, sur la seconde, on a joué avec nos forces aussi. On a beaucoup de joueurs qui sont à court de forme, donc on savait que ça allait être compliqué. C'est pour ça qu'on avait à cœur de faire une très bonne première mi-temps pour essayer de prendre le score. Après la seconde, oui, Saint-Paul a beaucoup plus poussé, s'est procuré beaucoup plus d'occasions. Et nous, il manquait peut-être 2-3 détails où on peut un peu climatiser l'histoire. Il faut savoir le faire aussi. Mais voilà, autrement, des bons comportements déjà, c'était bien. 0-0 au score final, un score évidemment qui ne change pas beaucoup les positions au classement puisque Saint-Paul Sport est toujours leader avec 2 points d'avance sur le FC Bassin d'Arcachon. À la 7e place de cette poule, on retrouve les Croisés de Saint-André de Bayonne, une section omnisport qui a été fondée il y a 110 ans, en 1913, par un abbé et qui continue aujourd'hui de faire le bonheur des tout-petits mais également des plus grands. La section football des Croisés de Saint-André de Bayonne, c'est notre Focus Club de la semaine et c'est signé Florian Sabatier. Le football a sa place à Bayonne, tout le monde le sait bien. Mais bien sûr, Bayonne est une ville de rugby. Nous, les footballeurs aussi, un peu derrière les rugbymen, bien sûr. Hein, les Bayonne dans tous les cas, quoi. mais il faut savoir aujourd'hui, entre l'Aviron Bayonnais, Football Club, les Croisés de Saint-André de Bayonne et le Bayonnais FC, qui a 2 équipes seniors, ça draine, sans me tromper de beaucoup, je pense qu'on est sur 1380 footballeurs licenciés, 1380, ça commence à faire bien entre 3 clubs et sur la ville de Bayonne. Tout à fait, club famille, ouais.
de famille, où on retrouve un petit peu ces valeurs que nous avons dans les patrons. Alors, bien sûr, les patrons, c'est beaucoup la famille, quoi, voilà. Et donc, des choses qui se perdent un petit peu dans la façon dont on vit, quoi. Il faut aller vite, il faut tout faire vite. Nous, on essaie de garder ces valeurs qui prônent à ce que le gamin qui rentre chez nous, il rentre chez nous et il se sente bien comme dans la famille. Alors, moi, j'étais pas dans ce club-là au départ. J'étais dans le club voisin, en fait. Et en fait, il y a eu une ouverture de poste au club des Croisés. Je connaissais 2-3 personnes. J'étais joueur senior, en fait, déjà de ce club-là. Voilà, il y a eu la volonté du club, en fait, comme vous le dites, de structurer un petit peu plus la formation, voilà, en professionnalisant un poste d'RTJ et d'agent de développement sportif administratif. Et en fait, ça s'est fait naturellement, en fait, par contact. Moi, j'ai été reçu ici. Et en fait, moi, quand j'arrive au club, c'est un club qui comptait 350 licenciés. Aujourd'hui, on est à 615. On avait beaucoup d'équipes au départ qui étaient sur des niveaux départements. L'objectif était de structurer tout ça pour augmenter le niveau de nos équipes, donc atteindre sur des niveaux régionaux. À l'heure actuelle, on y est. Et maintenant, le plus difficile, on va dire, arrive parce qu'il y a des réformes de championnat qui sont en cours. On sait que ça va être, on va dire, de plus en plus difficile de rester à ces niveaux-là, mais on travaille en ce sens et le président aussi a la volonté de structurer, de poursuivre la structuration du club pour avoir les moyens humains qui vont nous permettre de perdurer sur ces divisions-là, quoi, voilà. Ce sont plutôt eux qui sont venus vers nous parce qu'ils se sont dit on va aller de l'autre côté français, dans le Pays Basque, voir les jeunes qui jouent dans les clubs et voir qu'est-ce que ça donne. Alors aujourd'hui, nous, la saison dernière, on a 2 joueurs qui ont signé, on a 3 joueurs qui sont partis, 3 jeunes joueurs qui sont partis des Croisés, 2 qui sont partis à la Real Sociedad, en U14 et puis en U15, en U16. Et on a un U13 qui est parti au Girondins de Bordeaux. Voilà. C'est 3 jeunes qui étaient un petit peu au-dessus du lot et qui sont partis vers les clubs professionnels. Bon, et donc 2 sont allés à la Real Sociedad, effectivement. Alors c'est un partenariat qui est, alors on va dire qui est réel, hein, qui n'est pas fictif. On a des fois des clubs qui sont liés à des clubs, mais il y a très peu d'échanges. Nous, concrètement, toutes les semaines, on est en contact, soit physique, soit par téléphone, mais dans toutes les semaines, en fait, il y a au moins un éducateur qui vient faire une séance pour nos jeunes. Donc ça déjà, c'est un réel intérêt et vraiment bénéfique pour le club parce qu'ils amènent une méthode qui est différente, qui amène voilà, des échanges aussi entre éducateurs. On a aussi des échanges qui sont faits. Il n'y a pas longtemps, on a été invité à faire une opposition face au U17 de la Real Sociedad avec nos U17. Alors, les niveaux sont aussi différents, mais nous, ça nous amène en fait à voir la différence qui peut exister. Mais c'est vraiment en fait un partenariat qui fonctionne et qui est, on va dire, gagnant-gagnant. La Real est très content d'avoir signé également 2 joueurs du club. Et nous, on est également content en fait, de bénéficier de l'expertise d'un club professionnel comme la Real Sociedad pour être encore plus performant avec la formation
avec notre formation et avec nos jeunes. Donc c'est vraiment un partenariat qui est je pense, bénéfique pour les deux entités. Pour ma part, moi je suis issu du club depuis l'âge de 5 ans, hein. Je suis un enfant du club. J'ai toujours joué au Croisé de Bayonne. J'ai été éducateur très tôt, à l'âge de 18 ans. Hein. J'ai suivi un petit peu toutes les générations. Ensuite, j'ai décidé de passer les diplômes. Voilà. J'ai passé mon BMF, j'ai passé mon BE, tout en jouant. Et on rend tout ce qu'ils nous ont donné, toutes les valeurs éducatives, les valeurs footballistiques qu'ils nous ont apportées. Voilà, ça nous fait, je trouve même que c'est normal de rendre tout ce qu'ils nous ont donné. Et en plus, on prend du plaisir avec ce qu'on a, on prend du plaisir au sein du club. Donc, il n'y a pas de sujet là-dessus. On est au Croisé de Bayonne. Le Focus Club sur les Croisés de Saint-André de Bayonne. Bien évidemment, un Focus Club à retrouver sur les différents réseaux sociaux, notamment la page Facebook de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine. Vous pouvez retrouver d'ailleurs tous les Focus Club de toutes nos émissions depuis le début de la saison. N'hésitez pas à partager et à commenter comme vous le faites régulièrement. Ce numéro 78 d'LFNA TV est désormais terminé. Je remercie Paul Maison-Regnault à la réalisation de cette émission. Merci à Touami Nassiri et à Florian Sabatier à l'édition. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve lundi prochain à la même heure pour le numéro 79. D'ici là, vous n'hésitez pas, vous commentez l'émission, vous la partagez, vous en parlez autour de vous comme vous le faites. Très bonne semaine à tous et n'oubliez pas que ce soit le football amateur ou le football professionnel, le foot, ça reste un jeu.